Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Christelle Vaugelade-Calipé, avec qui nous allons parler de la charge raciale. Christelle, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Hello Estelle, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis une femme noire, maman d'un petit garçon et une professionnelle RH. Je me définirais comme engagée, activiste sur les sujets de diversité et inclusion. Trop bien. Merci pour cette petite présentation. Ça m'amène à plusieurs questions que j'aimerais te poser. Déjà, la question de l'épisode, c'est qu'est-ce que c'est la charge raciale et en particulier la misogynie noire, parce que c'était l'angle qu'on avait discuté peu avant du coup d'avoir à mon micro. Et aussi, pourquoi tu prends la parole sur ces sujets? Alors, je prends la parole sur ces sujets parce que je pense que il y a un enjeu de rendre visible toutes les choses qui sont pas perceptibles quand on n'est pas une minorité. Et en fait, dans ces sujets de misogynie noire ou de charge raciale, les personnes qui sont pas concernées, elles ne peuvent pas en fait éprouver dans leur chair ces problématiques. Donc, il faut les rendre visibles. Pour moi, en fait, prendre la parole, c'est déjà agir. Et donc, c'est pour ça que je le fais. Et le misogynoir, je sais pas si on dit le ou la misogynoire parce que c'est un terme anglophone, c'est un terme, si je dis pas de bêtises, qui est apparu par le biais d'une activiste qui s'appelle Moya Bailey et qui décrit cette expérience douloureuse et singulière des femmes noires parce que il y a un sujet d'intersectionnalité, c'est-à-dire que à la fois il y a le vécu du sexisme en tant que femme et à la fois il y a le vécu du racisme. Donc le misogynoir, c'est la conjonction de ça et le fait que les femmes noires vont être ciblées par des attitudes, des actions, ça va être de l'hypersexualisation. Ça se traduit de différentes formes. T'as le fameux angry black woman comme stéréotype qui pèse sur les femmes et c'est typiquement un reflet de ce misogynoir qui s'exprime encore une fois envers les femmes noires spécifiquement. Et par rapport à ce que tu nous dis, ça m'amène à la réflexion, pourquoi il y a de la misogynie noire, comment ça a apparu, qu'est-ce qui explique cela en fait, concrètement? On a un contexte historique de domination raciale, de colonisation et donc du coup on a un prisme de la couleur dans nos sociétés et on vit dans une société patriarcale. Donc en fait, ce misogynoir, c'est la double peine de être une femme et donc forcément être une minorité de genre et être aussi une minorité ethnique et donc c'est la situation de ces femmes qui vont subir des discriminations, des microagressions. D'ailleurs, j'aime pas trop le terme microagression parce qu'il vient vraiment effacer les agressions ou des macro-agressions, des discriminations, de la xénophobie. Merci, pour ces précisions. Est-ce que tu aurais, du coup, des exemples à nous donner, de microagressions et de macroagressions pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément conscients de ces sujets de la charge raciale ou misogynoire parce qu'ils ne les vivent pas? Comme ça, ils peuvent, mieux comprendre et savoir potentiellement, par la suite, comment réagir parce qu'ils auront, une idée de qu'est-ce que ça représente. Ouais, on n'a pas défini la charge raciale et peut-être que ça vaut le coup de le faire. La charge raciale, c'est vraiment, ce fardeau qu'on porte, souvent sans rien dire et donc c'est pour ça, il y a un sujet d'invisibilisation du sujet, quand on fait face aux préjugés ou au racisme. Et ça se traduit, par une hypervigilance et qui se traduit dès l'enfance. Souvent, quand on est enfant issu de l'immigration, nos parents nous disent: «Tu devras en faire plus», entre parenthèses, «que les blancs. Fais-toi discrète,
ne fais pas de vagues. Et donc, la charge raciale, elle commence à partir de ce moment-là où tu te rends compte qu'enfant d'une minorité, ben, en fait, tu es un peu différent. Tu dois adapter, suradapter ton comportement pour faire face aux enjeux de la société, d'insertion, etc. Donc je pense que c'est ça et c'est aussi le fait, parfois de se taire et c'est un silence qui est écrasant. C'est faut pas être trop en colère quand quelqu'un, va te dire quelque chose de raciste parce que en fait, tu veux pas le mettre à mal à l'aise. C'est, aussi le fait de parfois se camoufler. Je vais pas mettre un motif, africain, je vais pas m'habiller avec une robe en wax parce que j'ai pas envie qu'on me mette dans une case. Et donc cette suradaptation constante, bah, elle produit une charge mentale et c'est cette charge mentale qu'on appelle la charge raciale. Et par exemple, tu es une femme noire, donc tu as des cheveux crépus, tu vas te les lisser parce que en fait, bah, ton cheveu est politique. Et donc tu vas vouloir bah, te ranger dans une case lisse. Et donc c'est vraiment ça. Et en termes d'exemples de micro-agressions, encore une fois, je le redis, j'aime pas trop ce terme, mais euh, euh, on va te poser la question. Souvent, tu rencontres des gens et au bout de 10 secondes, la première question, c'est tu viens d'où? Et donc, la question en soi, elle n'est pas problématique parce que on s'intéresse à toi, c'est le comment on te la pose. Si tu me demandes cette question alors qu'on se connaît, qu'on a eu une autre discussion, qu'on a échangé par ailleurs, il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est que les personnes te voient et donc forcément, quand tu es racisé, on te dit, bah, il y a cette idée d'ailleurs, de tu viens d'où? Et on te ramène toujours à cette altérité de t'es pas comme nous. Et donc ça, c'est une microagression qui n'est pas forcément en plus vue comme telle par l'interlocuteur qui te pose la question, mais la réalité, c'est ça. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le angry black woman, la femme noire en colère. C'est un stéréotype qui est assez ancré et donc c'est tu vas vivre quelque chose d'hyper raciste, d'hyper sexiste et en fait, tu vas pas avoir le droit d'exprimer ça. Il va falloir que tu le fasses de manière policée parce que tu sais que les gens ils vont dire ça y est, elle devient hystérique, elle se met en colère, elle dépasse les bornes alors qu'en fait, tu vis une situation qui est d'une extrême violence. Ça va être aussi des généralités de, on passe une musique africaine, ah mais ça c'est pour toi, les noirs ils ont leur rythme dans la peau, etc. Donc c'est toutes ces petites choses qui font que soit dans la sphère perso, soit au travail, tu vas vivre des situations qui te provoquent une colère, qui t'exaspèrent, qui sont parfois d'une violence inouïe, même si c'est pas une violence physique. Donc c'est tout ça. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça me rappelle mon échange avec Clémence Mouelé-Moukouri que j'avais eu, parce qu'elle nous a parlé de son association Find Yourself, parce que j'avais embarqué une partie de la discussion sur le fait que comment dire? Quand je l'avais vue, elle avait mis, un post sur LinkedIn assez récent sur le fait que, en fait, elle faisait un nouveau gala de l'empowerment, c'est un événement qu'elle organise chaque année et en fait, elle avait pas eu le temps de se lisser les cheveux et en fait, la première réflexion qu'elle avait faire, c'était: «Ah là là, mais si je me montre avec mes cheveux crépus, on va me penser pour, pas du tout comme professionnelle». Enfin, elle avait mis ça sur le post LinkedIn et c'est vrai que moi, quand je l'avais vue à l'événement, je l'avais trouvée ravissante avec ses cheveux crépus. Je trouvais, waouh, elle transpirait la confiance en elle et tout. En fait, j'aurais jamais pu penser un seul instant avant de voir ce post que finalement, et elle s'était brimée parce que les cheveux crépus sont associés à un manque de professionnalisme alors que c'est complètement aberrant. C'est des cheveux en fait. Donc c'est des choses, c'est vrai que des fois j'ai du mal à comprendre. Donc je trouve ça bien de pouvoir discuter avec toi. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des choses qui avançaient par rapport aux cheveux crépus pour pas enfin moi je suis pas très douée pour expliquer. Donc si jamais toi tu peux nous expliquer, parce que je sais qu'il y a des choses qui se passent actuellement dans tout ce qui est loi et tout par rapport à ça. Bon après on est actuellement au 26 juin, donc potentiellement le temps qu'on diffuse l'épisode, les choses auront évolué. Ouais, ce que je rebondis sur ce que tu disais, en fait, la charge raciale, parfois, on se l'applique soi parce que, on va s'appliquer, en fait, juste, les stéréotypes, bah, de la société
et donc c'est hyper intéressant en fait ce que tu dis là parce que bah en tant que femme noire, en fait mes cheveux crépus, c'est ceux qui me poussent naturellement sur la tête. Donc il n'y a pas de question. Je suis pas en train de me transformer quand j'ai des cheveux crépus. Je suis juste en train de porter les cheveux comme ils poussent sur ma tête encore une fois. Et de la même façon, moi j'aime bien toujours donner cette image parce qu'elle est assez forte. On n'imaginerait pas que quelqu'un qui a les yeux bleus tous les jours, ils doivent mettre des lentilles d'une couleur différente, marron, parce qu'en fait, ses yeux bleus seraient pas professionnels. Quand tu le dis comme ça et que, eh ben en fait, ça tout de suite, tu vois ce qui pose problème. Et donc, des fois, bah en fait, cette charge raciale, elle est vraiment intégrée. Et pour répondre à ta question, il y a un projet de loi qui sur la discrimination capillaire qui a été adopté, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en mars ou en avril, parce que on se rend compte que il y a des professions, un certain nombre de professions dans le cadre professionnel où les personnes, les salariés cachent leurs tresses, leurs dreadlocks pour dissimuler un cheveu crépus. Et une t'as une jurisprudence qui a été donnée. C'était un salarié de Air France qui était steward, qui pendant des années a dû porter une perruque pour exercer son emploi, parce que Air France considérait que ses cheveux naturels, en l'occurrence, il avait des locks, n'étaient pas professionnels. Et donc pendant des années, il a dû se grimer et pour aller travailler mettre sa perruque. Donc comme ça, en fait, c'est un sujet qui peut prêter à rire. On se dit non mais vraiment pourquoi faire une loi sur la discrimination capillaire. La réalité c'est que en fonction des environnements professionnels dans lesquels on travaille, ça peut être un sujet. Moi aujourd'hui c'est pas un sujet. Je me suis jamais posé la question parce que en fait j'ai aussi intégré l'amour de mon cheveu crépus, c'est mon éducation et donc je me suis jamais posé la question de comment porter mes cheveux. Mais si tu poses la question à des personnes concernées, dans 9 cas sur 10, elles vont te dire oui, une fois je me suis posé la question, j'ai changé mon cheveu, je l'ai lissé parce que je voulais pas être discriminée. Donc c'est un vrai fléau. Bah, merci pour ces précisions. C'est vrai que ton exemple par rapport aux yeux, bleus qui doivent mettre des lentilles pour les yeux marrons, c'est quelque chose de très percutant et du coup, ça permet vraiment de comprendre, bah, tous les enjeux et l'absurdité, de la chose dans le sens où on peut pas porter ses cheveux naturellement alors que, bah, c'est un enfin, comment dire? C'est quelque chose, comme tu dis, naturel, c'est des cheveux qui sont, sur notre tête, donc c'est triste, on va dire, de renier une partie de son identité pour se conformer à ce une norme qui n'est pas juste au final parce que, bah, c'est complètement injuste, discriminant, donc c'est chouette qu'il y ait ce projet de loi, qui va faire changer les choses et du coup, à un moment donné, tu parlais que tu as intégré l'amour de ton cheveu crépus et du coup, je me disais: «Ça se trouve, il y a des femmes qui nous écoutent ou des hommes qui ont des cheveux crépus et qui ne les aiment pas» et du coup, comment toi, tu as fait pour apprendre à les aimer et quels conseils tu pourrais donner à ces personnes, pour qu'ils puissent eux aussi aimer leurs cheveux? Bah, je pense que ça commence au berceau et ça commence par l'éducation. Ça commence par juste bah, accepter qui on est et il y a quand même un mouvement ces dernières années d'acceptation de la différence et ça vient quand même beaucoup bouger. Euh, Moi, ayant grandi comme enfant dans les années 90, bah, quand j'allumais ma télé, j'avais pas vraiment beaucoup de femmes aux cheveux crépus qui existaient dans l'espace public, qui étaient mises en avant dans les séries et les films. Et donc, les choses sont en train de changer et c'est tant mieux parce que je pense que on a besoin de rôle modèle. En fait, tu as besoin d'avoir, tu vois, une Christiane Taubira qui porte des nattes collées à l'Assemblée nationale. Enfin, aujourd'hui, elle est plus, elle y est plus, mais tu vois, tu as quand même un sujet de visibilisation de qui tu es. Tu as besoin de regarder la télé, d'avoir des gens qui te ressemblent. Tu as besoin d'avoir une petite sirène quand tu es une enfant et de voir qu'elle peut être aussi noire. Et donc, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pour s'aimer, il faut être représenté, il faut être inclus dans cette société. Il faut pas avoir l'impression bah, qu'on est à part. Donc, je pense que c'est ce qui change la donne et après bah, c'est l'éducation que tu reçois et la connaissance aussi de tes spécificités malheureusement sur les cheveux crépus il y a peu de
de personnes, qui connaissent leurs cheveux parce qu'elles elles il y a tout un mouvement de lissage des cheveux, depuis, des siècles et donc du coup, il faut le déconstruire et ça prend du temps, et donc faut se réapproprier aussi son corps, cette noireté, et voilà. Mmh. Non, je suis tellement d'accord avec toi, c'est tellement important d'avoir, des rôles modèles, des personnes qui nous ressemblent parce que ça inspire, ça donne confiance, on voit que c'est possible et je pense que c'est quelque chose de très, très puissant. Surtout qu'en tant que femme, si on reprend, l'histoire de l'humanité, on a toujours été invisibilisées. Donc c'est important de montrer aux petits garçons et surtout aux petites filles que c'est possible, que tout est possible de faire, en fait, en fonction après bien sûr de ta volonté, tes efforts et de pas mal de choses. Mais ça donne au moins de l'espoir et par rapport, à ce que tu disais sur la petite sirène, c'est vrai, j'avais vu des vidéos sur les réseaux sociaux où il y avait des enfants, du coup, qui étaient hyper, contents, parce que, voilà, elle disait: «Ah mais c'est moi, je suis trop heureuse, ah!» et je trouvais ça beau et en fait, c'est vrai que je trouve que les gens, ils s'attardent sur des faux problèmes parce que et alors, qu'est-ce que ça peut faire que la petite sirène, elle soit noire? Au final, c'est un personnage inventé de toutes pièces. Donc, donc ouais, c'était vrai, ouais, j'ai du mal à comprendre la nature humaine. Ils peuvent pas justement se réjouir pour autrui, de voir que ça peut apporter de la joie en fait, d'avoir une représentation différente. Après, bon, c'est sûr que Disney, ils pourraient encore plus créer de dessins animés en mettant en avant la diversité. Bien sûr, ils font des progrès. Je pense par exemple, il y a la princesse et la grenouille. Enfin, il y a il y a des Disney nouveaux, les nouveaux Disney qui incarnent plus la diversité. Et ça, je trouve ça chouette en tout cas. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, non, les gens ne regardent le monde que par leurs yeux et donc ce monde aujourd'hui, il est à majoritairement blanc et quand tu es blanc et que les personnages te ressemblent, que la société te ressemble, en fait, tu vois pas que, c'est un sujet, douloureux pour, les gens qui sont pas concernés et c'est pour ça qu'il faut, absolument, s'exprimer et on peut pas être une minorité silencieuse parce qu'en fait, si tu le dis pas, les gens ne le savent pas, te dire, en fait, moi, j'ai jamais de modèle à qui m'identifier et c'est douloureux pour moi. Donc, il y a aussi un sujet de prendre la parole et de mettre en avant, ce droit qu'on s'octroie d'avoir une place dans l'espace public, et dans la société tout simplement et de raconter, cette histoire-là parce qu'en fait, la compréhension de ces combats, de ces expériences, elles changent la donne. Mmh mh. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que je le dis dans beaucoup d'épisodes car c'est quelque chose que je pense vraiment, que le monde, il se porterait tellement mieux s'il y avait beaucoup plus de bienveillance et d'empathie parce qu'au finalement, s'il y a toute la haine qui existe, c'est parce qu'il y a complètement une méconnaissance, une incompréhension de l'autre et et sûrement aussi, enfin, j'en discutais aussi avec Thérèse Sayarat, le fait que le rapport à la mort qu'on peut avoir, dans le sens où on est, sur terre, sur une courte période et du coup, potentiellement, c'est vrai que ça peut rendre, les gens un peu, peut-être fous, enfin, dans cette mesure-là parce que, ils pensent, aux générations, enfin, ils ont peur d'être remplacés alors qu'en fait, il y a pas de remplacement. Enfin, c'est juste qu'il faut laisser les gens avoir le droit, d'exister et c'est vrai que le monde est tellement complexe et que, je pense que oui, il y a aussi un biais de conformité dans le sens où on va consommer, on va avoir que du contenu qui nous ressemble et du coup, on va pas être capable de se mettre à la place de l'autre et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant à embarquer, dès le plus jeune âge, en fait. Apprendre à respecter l'autre, apprendre à valoriser, célébrer, la différence plutôt que perdre du temps, entre guillemets, à chercher tout ce qui nous oppose, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui nous rassemblent. C'est pas parce qu'on enfin, on a des couleurs, de peau différents ou oui et alors en fait on respire, on écoute de la musique, on mange, on tombe amoureux, amoureuse et je pense que ce serait hyper important, enfin ce serait l'humanité aurait tellement à gagner à se concentrer sur ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Ouais et c'est un sujet aussi de privilège. En fait, quand je vis une expérience, heu, de société où, en fait, j'ai la part belle, c'est typiquement des sujets, tout ce qui est lié au patriarcat et à la diversité de genre, c'est ça. En fait, si je vis dans un monde d'hommes dominé par les hommes, pour les hommes, en fait, en tant qu'homme, est-ce que vraiment un intérêt à partager ma part du gâteau? Si je vis dans un monde, blanc
Est-ce que j'ai un intérêt à partager la part du gâteau avec d'autres personnes? Pour plein de raisons, évidemment que c'est le cas, mais ça demande un effort. Et donc, bah, tout ce qui demande un effort, c'est douloureux. Et donc, c'est aussi ça l'enjeu, c'est de partager la part du gâteau. Mais par rapport au gâteau, moi, c'est vrai que j'ai une philosophie aussi un peu différente dans le sens où je pense même pas qu'il y a même pas besoin de partager une part de gâteau. Si le gâteau est trop petit, tu en cuisines un nouveau et en fait, c'est suffisant. Enfin, c'est vrai que ouais, c'est dans les trucs de métaphore, c'est vrai que je trouve ça tellement important de pouvoir. Enfin, c'est pour ça aussi que je t'invite à mon micro pour pouvoir parler de ces sujets, pour qu'ils puissent être visibilisés à un maximum de personnes, parce que pour comprendre que voilà, la différence, c'est une force et il faut apprendre à la cultiver et qu'on a plein de choses à s'apprendre et que bah, le monde est beau. Enfin bon, bien sûr, il se passe plein de malheurs, c'est vrai, mais il faut aussi donner, je pense, de l'espoir aux gens pour qu'ils puissent bah, apprendre aussi à construire des nouveaux futurs désirables où ils se reconnaissent et où ils peuvent aussi reconnaître d'autres personnes qui sont différentes de soi. Du coup, dans mes questions, ça me fait penser que comment il faudrait potentiellement sensibiliser les enfants ou à ce genre de sujet, ou puis même comment on peut faire aussi pour comment dire, pour éviter, comment faire pour qu'une personne devienne moins raciste? Parce qu'en fait, ça me fait penser que j'avais posé cette question à Ashley Chio. Au début, j'avais posé comme question que bah, comment faire pour survivre entre guillemets face au racisme. Et en fait, elle m'avait dit elle aime bien poser la question à l'envers parce qu'en fait, elle estime que c'est vrai qu'on incombe toujours cette charge aux personnes racisées, alors que ce serait aussi important d'inverser la tendance, que les personnes puissent se remettre en question. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, j'ai pas envie de parler de comment survivre. J'ai plutôt envie de dire comment juste être soi et en fait continuer à, à être soi. Euh, et il faut renverser en fait bah, cette honte, cette charge, cette responsabilité. Et c'est facile à dire parce qu'en fait, on a aussi des discriminations qui sont systémiques. En fait, la réalité, c'est que si j'ai un nom à consonance arabe, bah, je vais avoir plus de mal à trouver un logement, à trouver un emploi. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a plein d'études, notamment celle de la d'Ares, qui le démontrent factuellement. Donc, c'est tout un système qu'il faut combattre en dehors de l'individualité. Donc, si on voit la question que par le prisme de qu'est-ce que je fais, en fait, on répond à une petite partie du problème. Donc, il faut combattre et faire évoluer ces discriminations systémiques qui sont macro et qu'on peut pas combattre seul. Et, et après, il y a un sujet de bah, individuellement se donner le droit d'exister, ne pas s'excuser, ne pas accepter cette charge raciale, dire quand ça va pas, vocaliser en fait toutes les problématiques quand elles se portent à nous, mais c'est aussi un sujet de privilège. Si je suis dans une situation où je peux le faire parce que je suis bien ancrée, bah évidemment que c'est plus aisé. Donc c'est très difficile de répondre à cette question par le prisme individuel. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, pour un prisme collectif, si jamais vraiment on avait une société qui était idéale, on va dire, et qui serait capable de faire des efforts, comment il faudrait que les gens ils puissent agir de façon collective pour pouvoir faire bouger les lignes? Bah, en fait, je pense que c'est un peu comme sur un autre sujet, le sujet du handicap, par exemple. Si tu vois, l'handicap n'est pas intégré dans la société, parce qu'on est dans une société du validisme, t'es jamais confronté, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas en parler, tu ne sais pas comment réagir, tu sais pas ce qui est ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, ce qui est discriminant. Et donc, il y a un sujet d'éducation. Et je prends un autre exemple pour juste vraiment le matérialiser. Si on est dans une société par essence qui est inclusive, ben en fait, tu comprends que les gens ont leur singularité et tu les absorbes en fait. Et c'est pas le cas aujourd'hui, et d'où le problème. Oui, non, c'est sûr, je comprends cette logique et ça me fait penser en entreprise, car je me dis, c'est vrai que les entreprises, ils peuvent mettre en place des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans les entreprises pour qu'ils puissent, parce que pour moi, un peu l'entreprise, on peut agir sur le collectif
parce que c'est une entité qui a plein de personnes. Donc, comment une entreprise peut agir pour plus de diversité et d'inclusion? Je pense qu'il faut pas culpabiliser les gens. Faut leur dire en fait qu'on a tous des biais. C'est pas parce que je suis une femme noire que je peux pas avoir des comportements ou intégrer des choses qui sont sexistes ou racistes. En fait, il n'y a pas de totem d'immunité. Et donc, faut en prendre conscience. Et je le dis vraiment de manière claire et limpide. Si tu prends pas de conscience de quels sont tes biais, en fait, c'est difficile. Et donc, c'est pas la peine de vouloir les contrer, c'est impossible. On en a tous. Le sujet, c'est d'en prendre conscience et d'éveiller à ça et de se dire, bon, bah, en fait, je te mets la photo de une personne, euh, et bah, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah bah moi ça m'évoque ça. Si par exemple je te dis est-ce que tu peux me matérialiser dans ta tête quand je te parle d'un grand chirurgien? Bah est-ce que tu vois tout de suite un homme? Bah je suis sûre que si je te dis chirurgien, bah tu vas voir un homme en blouse blanche. Bah en fait ça peut être aussi une chirurgienne. En fait on a tous un peu ces images mentales et il y a un sujet de s'en rendre compte et ça permet ensuite de les débloquer. Mais tant qu'on n'a pas réalisé, ben, en fait, on est bloqué. Donc, il y a un sujet de sensibilisation sur les biais, encore une fois, sans culpabiliser parce qu'on en a tous. Il y a aussi un sujet de bah, monitorer. En fait, si aujourd'hui dans une entreprise tu sais pas monitorer les choses, tu peux pas avancer. Donc, avant de commencer à travailler sur le sujet, il faut savoir bah, c'est quoi l'état des lieux. Si j'ai 90% d'hommes dans mon entreprise, bah, j'ai un sujet de diversité des genres, etc. Donc, il faut nécessairement passer par un état des lieux pour savoir bah, quelles sont les failles et comment les combler et avoir un plan. Un peu comme tu pilotes la stratégie d'une entreprise, bah, faut le piloter par des actions. Et après, ça passe par tout le monde. C'est pas qu'un sujet RH, c'est un sujet de direction, c'est un sujet de salarié, c'est un sujet de culture. Et donc, en fait, il faut que ça infuse un peu partout. Il faudrait presque un épisode pour pouvoir expliquer comment le faire. C'est hyper intéressant, ce que tu nous dis, et j'ai envie de rebondir par rapport avec ce que tu nous as dit de façon un peu chronologique. Par rapport aux biais, c'est vrai que c'est quelque chose, on va dire, de dangereux d'avoir, des biais parce que, comment dire? Bah, si on reprend l'intelligence artificielle, vu qu'elle est codée majoritairement encore aujourd'hui par des hommes qui ont, ces biais et ben, en fait, ça insémine tout ce qui est préjugés, stéréotypes et ça me fait penser à une campagne de l'association Jamais sans elle, où quand on demandait un PDG, c'était obligatoirement un homme, et quand on demandait une secrétaire, c'était obligatoirement une femme. Et c'était en anglais, donc il n'y a pas de il y a pas de genre en anglais. Donc c'est vrai que si on continue à avoir nos biais, en fait, on va continuer à les propulser malheureusement dans plein de sphères et en fait, ça va jamais, jamais s'arrêter. Donc ça me fait penser pour, tout ce qui est la tech, c'est vrai qu'on a besoin de profils, diversifiés. On n'a pas enfin, je caricature, mais on n'a pas besoin que, des hommes blancs, cisgenres, enfin pour caricaturer et schématiser, mais par, une diversité, de femmes, d'hommes, de personnes trans et cetera, pour que ce soit, une société qui soit beaucoup plus inclusive. Et par rapport à ce que tu nous disais sur, savoir, monitorer, comment on fait un état des lieux, bah, en fait, c'est vrai que ça m'intrigue un peu, donc si tu peux nous donner des petites pistes pour savoir, comment le faire, parce que tu disais qu'on pourrait carrément faire un épisode entier pour ça. Donc, si tu as des pistes à nous conseiller, n'hésite pas à approfondir. Ouais, alors on peut le faire maison et il y a aussi des outils qui existent. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Mixity qui propose de faire une empreinte de son entreprise de la diversité. Donc ça, on peut prendre des outils ou on peut les faire soi-même et il faut prendre bah, toutes les leviers de la diversité et regarder où on en est. Je vais regarder sur la diversité de genre, bah, combien de femmes sont managers, combien versus combien d'hommes. Parmi les plus hautes rémunérations, combien de femmes, il y a combien d'hommes. C'est quoi la répartition globale de genre. Ensuite, je vais peut-être regarder la diversité des diplômes. Est-ce que j'ai des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont self-made man, self-led woman? Est-ce que j'ai des gens qui ont moins que le bac, des diplômes d'enseignement supérieur. Je peux aussi faire par rapport à la localisation, quelles sont les personnes qui vivent dans des zones d'éducation prioritaire ou avec des politiques sociales urbaines. Vraiment, on peut mesurer
pas mal de choses. On peut aussi demander en fait la perception de la diversité parce que tu peux mesurer, mais il y a aussi ça. Est-ce que et du coup tu peux faire un questionnaire pour tes salariés et leur demander, moi en tant que minorité, si je suis victime d'une agression raciste, sexiste, homophobe, tout ce que tu veux, est-ce que j'ai le relais? Je sais à qui m'adresser. Est-ce que je me sens safe de communiquer mes différences, etc., etc. Donc, et tu relis les deux et tu peux faire un diagnostic et te dire bah, quelle est la situation de l'entreprise. C'est hyper intéressant, ce que tu nous dis. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais à un moment donné, en stage, j'avais une amie, qui est toujours mon amie, qui s'appelle Akila, où j'avais été hyper choquée par, la réaction, du PDG, de l'époque, parce qu'en fait, il était très sympa avec elle, il lui donnait des super missions et tout. Et à partir du moment où il a su qu'elle faisait le ramadan, mais en fait, il l'a complètement mis au placard, il lui a donné des missions hyper nulles à faire et j'avoue que moi, j'avais trouvé ça hyper, choquant, de sa part et bah, j'avais envoyé tout mon soutien à mon amie et c'est vrai que je trouve ça quand même assez inadmissible qu'on puisse, bah, ne pas créer des safe places au sein d'une entreprise parce que clairement, là, c'est vraiment de la discrimination pure et dure. Enfin, j'en revenais pas, enfin, c'est vrai que j'étais encore naïve, c'est vrai que j'en revenais pas il y avait ça qui arrivait, quoi. Ouais, bah, j'imagine, ouais. Et du coup, ça me fait penser également, parce que du coup, une fois qu'on a fait l'état des lieux en entreprise pour tout ce que tu as dit, après, comment on fait pour mettre en place un plan d'action? Parce que c'est vrai que, comment dire, mettre en place un plan d'action, ça peut peut-être être un peu décourageant par rapport à tout ce qu'il y a à faire, parce que il y a plein de choses à mettre en priorité, mais comment on fait pour prioriser tout ça, quoi? Bah, je pense faut pas réfléchir le plan d'action comme quelque chose à part, mais comme quelque chose, c'est une couche qu'on vient rajouter dans ce qu'on fait. Dans le sens où, par exemple, tu vois, pour parler d'un sujet RH, puisque c'est mon métier, tu mets en place un process de recrutement, bah, tu vas te demander comment je fais pour qu'il soit le plus inclusif possible. Est-ce que les critères de diplôme pour un poste, c'est pertinent ou pas? Moi, mon avis, c'est que c'est pas le cas, sauf vraiment des métiers limités, par exemple dans la médecine, où tu besoin de ce sésame. Et comment je fais pour que tout le monde se sente légitime de postuler? Bah, c'est dans mon vocabulaire. Si j'utilise un vocabulaire guerrier dans mes annonces, si je parle de on cherche un heu, un capitaine, enfin, la manière dont je vais genrer la façon dont je vais produire mon annonce, bah, elle va déterminer, aussi, bah, qui va postuler et donc ça veut pas dire faire, autre chose et se rajouter du travail, ça veut dire juste penser son travail, dans l'inclusivité. Je monte un site, est-ce que les personnes à déficience, visuelle, elles peuvent voir le site? Comment je peux faire pour se dire, bah, de permettre l'accessibilité. Mais en fait, c'est quelque chose que tu intègres à chaque fois que tu fais quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que je pense que on, on doit le penser pour ne pas que ce soit un truc en plus à part, mais bien intégré au projet habituel. Mmh. Oui, c'est penser, dès le début à l'inclusion, à la diversité pour, pas, bah, perdre en route des talents qui auraient pu être intéressés par ces postes et qui vont pas s'y reconnaître. C'est ça. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais vu une étude passer, il faudrait que je la retrouve pour la mettre, en description de l'épisode et c'était en gros la façon, bah, du coup, tu parlais, exactement, du vocabulaire employé et en fait, j'avais vu dans l'étude que, par exemple, si tu mettais, en fait, c'était mieux de mettre le nom directrice au complet que directeur.directrice ou que simplement directeur, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais en fait, les femmes, elles vont plus avoir envie de postuler quand elles voient directrice que si elles voient directeur is ou directeur, parce que du coup, elles vont se dire ah non, mais c'est la culture, elle est pensée pour moi. Et en fait, c'est vrai que rien qu'avec l'annonce, l'offre d'emploi, on peut déjà se rendre compte un peu de la culture d'entreprise qu'il y a derrière. Et c'est vrai que si c'est juste directeur, enfin, ça me fait vraiment penser un peu au cliché des startups où bah, ambiance baby-foot, ambiance voilà guerrier, alors que ils pensent pas forcément à inclure des femmes. Après, je sais pas, depuis peut-être ça a encore plus évolué que quand j'avais regardé moi. Mais c'est vrai que ouais, le vocabulaire, c'est quelque chose de très très important pour permettre, à la personne de se sentir bien dans l'entreprise par la suite. C'est une première étape. Tout à fait.
Et du coup, est-ce que tu as d'autres, insights, hormis, du coup, c'est bien, de parler, dans le recrutement, de mettre du vocabulaire adapté, mais toi, par exemple, dans ton expérience, si tu as d'autres pistes à nous partager? Parce que je me dis ça peut être sympa. Bah, ouais, bien sûr, dans les autres pistes, c'est donner du pouvoir et informer les managers. Tu vois, on parlait de tout à l'heure de diagnostic. Par manager, tu peux te demander, OK, prenons l'exemple d'un manager, il a une équipe de 10 personnes, sur les 5 dernières années ou sur les 3 dernières années, c'est quoi la typologie des gens qui ont, été promus? Est-ce que c'est que des hommes? Est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont été promues? Qui sont les performeurs, qui est mis en avant, tu parlais de ton amie tout à l'heure qui avait été mise de côté pour les projets. Euh, Est-ce que les projets les plus stratégiques, il y a une bonne répartition, tu vois? Donc c'est quelques exemples et encore une fois, on pourrait en parler des heures, mais c'est aussi une responsabilité que de se dire que c'est pas juste un sujet de RH ou un sujet qui concerne une partie de l'entreprise, ça concerne tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a un vrai pouvoir à donner aux managers, mais il faut les former et les informer pour qu'ils se rendent compte de leurs biais et puis qu'ils puissent euh, avoir un regard 360 sur leur management et s'assurer que ils ont un management inclusif. Je te donne un autre exemple pour contextualiser. Si t'es un manager ou une manageuse, je sais pas si ça se dit manageuse d'ailleurs, peu importe, qui à une personne qui part en congé maternité, en fait, est-ce que tu as adapté à son retour les objectifs à sa nouvelle situation de parent, oui ou non? Est-ce que tu as prévu le canal de communication? Est-ce que la personne, pendant ce départ, elle a envie d'être informée de ce qui se passe dans l'entreprise ou pas? Comment tu vas lui permettre en fait de vivre sereinement ta parentalité? Peut-être que vous aviez des réunions d'équipe qui étaient à 18h, mais en fait, elle devra aller chercher son enfant. Donc c'est tout ça en fait, manager inclusif. Mmh. Oui, tes exemples, ils sont vraiment pertinents et surtout, par exemple, sur le deuxième par rapport au congé maternité, c'est vrai que, j'avais vu dans les études, je pourrais mettre ça aussi en description de l'épisode, que 80 des inégalités de salaire, ça provient du congé maternité et du coup, c'est vrai qu'accompagner, les parents, du coup, dans leur parentalité, c'est quelque chose qui pourrait, faire changer la donne et qu'il y ait moins de charge mentale qui repose, sur les femmes, en tout cas à ce sujet. Ouais et se dire, quelqu'un part en congé maternité, je vais continuer le récompenser si la personne elle est performante, lui proposer des opportunités d'évolution, et cetera et cetera. D'ailleurs, c'est une obligation légale, hein, de d'augmenter les personnes après leur congé maternité, sans tenir compte de cette pause heu, maternité de parents. Merci pour ces précisions. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Du coup, quel serait pour toi le mot de la fin? Hem, Moi, je dirais aux personnes concernées de briser le silence, de partager leurs expériences, parce que c'est comme ça qu'on les rend visibles, tangibles et qu'on on peut travailler à déconstruire, ces sujets de racisme, sexisme, de charge raciale. Hem Je pense que c'est aussi important d'avoir des safe space, des organes, des moments où on peut discuter de ces sujets-là. Pour les personnes qui ne sont pas concernées, il y a un sujet d'éducation et donc il faut participer à vulgariser ces thématiques comme tu le fais dans ton podcast. Et après, il faut s'éduquer. Par exemple, sur le sujet de la charge raciale, il y a 12 Dibondo qui a écrit un livre sur ça récemment. Il y a aussi je pense à des comptes sur les réseaux sociaux comme celui de Décolonisons-nous, peut-être que tu connais, qui sont des ressources que les gens peuvent aller consulter. Je pense aussi à des podcasts comme Kif Taras, qui sont très bien pour parler de ces sujets-là, s'informer. Donc voilà, je dirais que c'est un peu tout ça. Merci pour ta conclusion. Et dans la suite de mes questions, toi, qui sont tes rôles modèles, du coup? Ah, ça c'est une bonne question.
il y a plein de rôles modèles différents. Pour parler d'une écrivaine, j'aime beaucoup Fatou Diomé, qui est une écrivaine francophone africaine. Son verbe, il est, je trouve, particulièrement beau et elle répond admirablement bien à ces questions de racisme, de discrimination. Je suis admirative du parcours d'Elisabeth Moreno, par exemple, pour moi qui est une grande femme. Donc, j'essaye de prendre des rôles modèles de femmes noires francophones. Je pense instinctivement à ces deux-là. Après, il y en a d'autres. Bah, c'est des très bons exemples, très inspirantes. Donc merci, pour le partage. Pour les ressources, c'est vrai que tu nous as parlé, du podcast Kiffe ta race, du conte Décolonisons-nous, du livre de Douce Dibondo sur la charge raciale. Je sais pas si tu as d'autres ressources à ajouter à ce petit panel? Rien auquel je pense là, mais si c'est le cas, on le mettra par écrit en ressources. Carrément. Du coup, voilà, on va passer aux 2 dernières questions. Que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors pour moi, le féminisme, c'est avec les hommes. C'est pas une guerre homme-femme, mais c'est comment on construit la société à côté des hommes. Donc c'est un sujet d'équité. Et c'est aussi un sujet du coût, le coût que pèse justement ce manque de femmes dans notre société. Je me rappelle plus le chiffre et je l'avais lu quelque part. Ça se mesure en PIB. Il faudra qu'on retrouve l'information pour peut-être le mettre en note, mais il y a un coût aujourd'hui en fait à ne pas avoir une juste place des femmes. Et donc c'est ça en fait le féminisme. Oui, je te rejoins complètement dans cette définition. Pour moi, on construit aussi le féminisme avec les hommes, c'est des alliés et de toute façon, oui, de toute façon, il faut qu'on puisse avancer ensemble parce que, bah, il y a que comme ça qu'on pourra changer la société et j'aime bien dire que si on a eu le droit de vote, le droit à l'avortement, c'est parce qu'il y a des hommes qui étaient, dans la décision et du coup, ça doit continuer ainsi pour, créer une société, plus juste et égalitaire et après dans les chiffres, peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose, dans le coût de la virilité parce que ça me Ouais, c'est ça. C'est ça, le coût de la virilité. Je l'ai plus en tête et je me rappelle avoir lu quelque chose dessus et je me suis dit, ah ouais, c'est hyper intéressant. Euh, je suis en train de regarder là. En France, le coût de la virilité est estimé à 95,2 milliards d'euros par an. Et donc, il y a Lucille Pétavin qui a écrit un livre sur le coût de la virilité. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, ça en dit long sur pourquoi le féminisme est nécessaire. Mmh, mmh mh. Oui, je suis complètement d'accord, c'est un chiffre, ahurissant et bah, merci à Lucille pour ce travail, et j'invite les personnes qui nous écoutent à aller lire, Le coût de la virilité, également dans les ressources. Et du coup, la dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Moi, j'adorerais entendre Caroline Ramad, qui est une entrepreneure qui a créé une entreprise qui s'appelle 15 Tech, qui œuvre pour l'inclusion des femmes dans la tech. Et elle est inspirante, c'est une femme incroyable. Ah bah, merci de ta recommandation et tu vas être contente parce qu'elle fait partie de mes invités pour Matrimoine féministe. Bon, bah parfait, trop contente, hâte de l'entendre. Trop bien, bah, merci encore Christelle pour ton temps et bah, du coup pour tout ce que tu nous as partagé, parce que c'est vraiment hyper important, hyper enrichissant et merci aux personnes qui nous ont écoutés, bah, du coup d'être restées là jusqu'au bout. Merci beaucoup pour l'invitation, j'étais ravie d'être avec toi. Plaisir partagé. Bon bah, du coup, ciao ciao tout le monde! Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!